Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier atelier du Salon TechScare France qui fermera donc les portes de sa première édition tout à l'heure. Merci de nous avoir rejoints. Nous allons parler avec nos experts de comment penser différemment sa vitrine et l'aménagement du magasin. On parle donc de pressing. Pour nous accompagner sur cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Bobin, qui est formatrice, ainsi que David Bitton, qui est architecte et designer également. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un pressing chercherait à modifier l'agencement, l'aménagement et le design de son magasin. La première réponse qui peut venir à l'esprit, c'est le ralentissement économique. Une baisse de fréquentation, des ventes, du panier moyen, ce sont autant de variables qui peuvent inciter à agir. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie raison ? Il y a un facteur important qu'il ne faudrait pas oublier, c'est tout simplement le consommateur. On en a parlé dans la table ronde de tout à l'heure, qui a été consacrée au nouveau comportement des consommateurs, justement. Et en effet, ce dernier a considérablement changé dans ses attentes et ses comportements pour de multiples raisons. Internet, les réseaux sociaux, les préoccupations environnementales, sociales. Et c'est vrai que de nombreux commerçants pensent connaître leurs clients au travers de nombreuses années d'expérience dans leurs activités et de fidélité pour également certains de leurs clients. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur ce qu'attend le consommateur, le client qui vient fréquenter un pressing. Et surtout qu'un client qui n'est pas satisfait, il ne va pas forcément le clamer, il ne va pas le dire. Il va tourner les talons et il va changer de pressing, en fait. Donc, sans rentrer dans une longue liste de caractéristiques, il faut simplement souligner que les clients attendent de leur boutique de l'attractivité, de la séduction, de la différence et de la personnalisation. Donc, pour nous accompagner, je vais me tourner vers nos deux experts et je vais poser la première question à David. Je vais vous demander en quoi consiste le métier d'architecte d'intérieur. Alors, le métier d'architecte d'intérieur, la première chose, c'est qu'il permet de répondre à une multitude de contraintes, qui soient économiques, qui soient... qui soient esthétiques, qui soient aussi budgétaires. Donc chaque projet, on essaye de prendre toutes les contraintes et on essaye, en fonction de toutes ces contraintes, d'arriver à quelque chose qui soit à la fois beau, qui rentre dans la contrainte budgétaire et en même temps qui essaye d'être différent. Je crois que c'est vraiment ça. Voilà. Si on peut schématiser, en fait, en gros, le métier d'architecte d'intérieur, c'est essayer de rendre un peu unique un espace qui soit propre à une enseigne ou à une boutique. Il y a la notion d'identité qui est forte, forcément. Oui, très forte, parce que ce soit un pressing ou que ce soit n'importe quel type de commerce, aujourd'hui, il y a quand même une concurrence assez importante. Donc, il faut se différencier. Il faut savoir quelle est la cible pour savoir comment on va... créer l'ambiance de la boutique et après l'enseigne et la façade, pardon. Donc ça fait le lien avec la question suivante que je voulais vous poser et sur en fait en quoi est-ce qu'un pressing, voire une laverie également, parce qu'après tout les laveries ont aussi une vitrine, ne devrait pas faire l'impasse sur l'architecture intérieure de son magasin. Alors, en fait, en 2012, un client m'a téléphoné et m'a dit, écoutez, voilà, je voudrais faire un pressing. Et je lui ai dit, écoutez, moi les pressings, je trouve ça moche. Ça ne m'intéresse pas. Et il me dit, mais justement, je veux faire un beau pressing. Ah, je dis, alors là, vous m'intéressez. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur comment ça fonctionnait, parce que je n'avais aucune idée de savoir comment fonctionnait un pressing. Donc la première chose, c'était vraiment de comprendre le fonctionnement. Et très vite, en fait, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème dans les pressings où il n'y avait pas vraiment de frontières. Tout était ouvert, que ce soit l'espace d'accueil, de stockage, ou ce qu'on appelle le back-office, là où vous avez tout ce qui... Voilà, donc pour certains commerces, ça peut être intéressant de tout voir, mais là, je trouvais que pour le pressing, non. Il fallait justement créer une vraie frontière. Donc on a créé un concept qui était assez ambitieux pour l'époque, c'était en 2012, où on a décidé de cacher tout ce qui était derrière. Donc on peut peut-être montrer quelques visuels qui seront peut-être plus parlants. Montrer quelques non, c'est pas ça. Ah, alors pour le coup, c'est pas ça. C'est pas grave. On va les avoir. Oui, ça va pas de souci.
Voilà, l'idée de l'idée de ce pressing, c'était vraiment de créer un lieu qui soit agréable. Dans la plupart des pressings où je m'étais rendu à l'époque, c'était des endroits qui étaient très froids, qui n'avaient pas vraiment de décoration. Donc je voulais qu'on crée un lieu qui soit agréable, parce que généralement quand vous fréquentez un pressing, vous venez régulièrement. Donc je me suis dit, il faut que les gens, quand ils viennent, même si ça dure que quelques secondes, que ce soit un moment de plaisir. Donc voilà, par exemple, vous avez une petite banquette où vous pouvez recharger votre téléphone, on peut vous offrir un café. Ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation, mais en fait l'idée c'était vraiment même si le moment où vous rentrez dans ce lieu est court, on voulait que ce soit un moment sympa pour que les gens reviennent. Voilà, donc pour l'époque c'est vrai que c'était assez novateur parce que... C'était en 2012. 2012, mais ça a très bien fonctionné. Voilà, donc la grande porte, là où il y a marqué H2O en vert sablé, en fait c'était une grande porte coulissante qui permettait justement d'avoir la séparation, donc on voyait sans voir ce qu'il y avait derrière. Ok, après c'est vrai qu'on entend souvent que l'architecture d'intérieur vise à créer une émotion en fait au sein d'un espace. Oui, bien sûr. Et que ce soit pour les employés en fait qui sont sur place, comme pour bien évidemment les clients. Alors, bien sûr, il faut que les employés se sentent bien, mais la priorité, c'est que les gens reviennent. Absolument. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour être raccord avec sa cible? Vous avez dû forcément étudier le sujet. Il faut se différencier. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa cible, il faut savoir quels sont les clients, et en fonction... Vous imaginez que si vous avez un pressing, je ne sais pas moi, à Neuilly, que vous avez un pressing qui est à République, la clientèle n'est pas la même. Absolument. Donc, il y a vraiment une étude pour savoir quelle est votre clientèle, quels sont vos concurrents, et en fonction de ça, vous adaptez et vous créez un concept. Et l'architecte d'intérieur, il est en capacité d'offrir cet accompagnement-là pour déterminer finalement le public cible, c'est ça? Oui, bien sûr. Avant de proposer quelque chose à un client, vous devez faire... Enfin, moi, personnellement, je fais toujours une étude, que ce soit un restaurant, un magasin ou un hôtel. Pour moi, c'est primordial par rapport à la zone géographique du lieu où se trouve le commerce. On doit faire une étude. C'est important parce que le but, c'est quoi? C'est de se démarquer. C'est que vous soyez différent. Donc, si vous ne connaissez pas ce qui est autour de vous, ça ne peut pas marcher. Donc, oui, pour moi, c'est primordial. Effectivement. Florence, tu veux réagir là-dessus? Oui, alors ce que je trouve intéressant... On a un petit souci micro, je pense. Non, ne touche à rien, ne touche à rien. Vas-y. Bon Non. Vous Non. voulez bien? Alors je vais crier. Non, ne crie pas parce que pour la prise de son, pour la vidéo, Bon, on alors, a besoin de... Merci David. Voilà. Ah, c'est pas moi. Et là, normalement, ça marche. Voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, ce que je trouve intéressant, justement, c'est l'idée de David, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du métier du pressing. Non. Et, alors ça, je trouve justement très intéressant parce qu'il a réussi à faire une conception de pressing sans connaître comment on vit exactement dans un pressing. Les Mais codes. je me suis renseigné. Oui, non, mais J'ai été dans des pressings. c'est très bien. Mais le quotidien n'est pas... Et justement, sans être quelqu'un qui est vraiment un professionnel du pressing, vous avez réussi à faire, enfin, moi je trouve ça magnifique, quelque chose d'épuré, de design, de frais, de clair. Parce que on ne peut pas se cacher. Je dirais même de propre. Et de propre. Il ne faut pas oublier qu'on fait du propre. Oui, tout à fait. Mais c'est important. C'est important. Les trois quarts, malheureusement encore aujourd'hui, pas tous, mais on voit beaucoup de choses depuis maintenant, de très très belles choses. Quand on rentre dans un pressing, c'est plutôt sombre, Oui. on est d'accord? Tout à fait. Parce que vous avez des vêtements, les trois quarts des vêtements sont foncés, ça écrase la pièce, et quand vous rentrez, on a un sentiment d'oppression, de mal-être dans les pressings. Sans parler des on a couettes une stockées dans la impression- vitrine. On a une Voilà. impression de fou. On a l'impression d'un malaise. Donc déjà, cette impression, à partir du moment où on a l'impression d'un malaise, ça ne donne pas envie de rentrer. Oui. Donc ce que je trouve super agréable, déjà les couleurs, la luminosité, c'est que ça donne l'envie d'entrer. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est ça, c'est d'envie de rentrer dans un pressing qui ne ressemble pas vraiment à un pressing, qui n'est pas quelque chose de glauque, foncé, des fois sale malheureusement, parce que, alors là, on a quelque chose de neuf, mais il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de pressing, surtout dans les villes ou en région parisienne, dans des endroits qui sont déjà des locaux qui sont anciens. C'est pas toujours évident d'aménager sur de l'ancien. Donc là, je pense que c'était, oui, un local ancien. Ça, c'était le premier. C'était le premier. Après, il y en a eu plusieurs. Ça, c'était le prototype.
L'intérêt aussi, je vois, c'est qu'on a une vitrine avec de la vente, avec autre chose, de l'attrait, de la luminosité. Et ça, c'est primordial. Oui. On voit trop de pressing avec des comptoirs foncés. On ne voit pas ce qui se passe. La lumière pour l'architecture d'intérieur, c'est un des éléments les plus importants. Si vous avez vous pouvez avoir un intérieur qui peut être sublime. S'il est mal éclairé, finalement, mais je suis entièrement d'accord. Le nombre de pressings, même des fois des beaux pressings avec un beau design, on n'a pas de lumière au-dessus du comptoir. Donc, nous, on a besoin de voir les vêtements. Il n'y a pas assez d'éclairage. Et là, quand on a de la lumière, franchement, ça change tout. Ça change tout. Oh là là, c'est super joli. Merci. C'est magnifique. Merci. Très, très beau. Donc, pour parvenir à ce résultat, David, forcément, vous avez été obligé d'aller cerner les attentes. Les attentes d'abord du client, de la personne qui vous a sollicité sur ce projet. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que d'abord, il faut bien comprendre ce que veut le client. Et souvent, très souvent, surtout dans le retail, l'attente du client n'est pas la réalité. Donc, il faut, nous, après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres architectes, mais nous, on doit aussi recadrer en disant non, là, vous vous êtes trompé. Il faut plus aller dans cette direction. Mais vous avez un rôle de conseil, forcément. Absolument. Oui. Absolument. D'accord. Alors, la question que je voulais vous poser, vous vous arrêtez à l'architecture, enfin à la décoration intérieure du magasin, le devant, la vitrine. Alors, on est d'accord? Non. Non. On fait tout. Non. Là, sur ce projet, on a proposé un concept total. Donc, aussi bien l'intérieur que la façade. Mais la façade, c'est la dernière touche. Une fois dès que vous avez validé le concept, là, en l'occurrence, le pressing s'appelait H2O. Donc, c'était comme une évidence de créer comme une goutte d'eau qui reflète, en fait, tout simplement l'enseigne. Oui, l'activité, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Parce que là, c'était ça remonte à 2012, mais c'était de l'aqua-nettoyage. Voilà, donc en fait, on voulait valoriser et mettre en valeur le fait que c'était nettoyé à base... voilà, il n'y avait aucun... C'était une enseigne écologique. Éco-responsable. Éco-responsable, voilà, tous les matériaux. Et relativement prototype, parce que si c'est en 2012, déjà l'aqua, c'était pas encore très développé. Aujourd'hui, bon, ça va, il y en a. Non, donc vous étiez vraiment dans les précurseurs. Oui, c'était à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de pressing écologique. Et là, cette enseigne, justement, se voulait être une nouvelle offre qui était encore peu nombreuse sur ce marché-là. Alors justement, Florence, tu parles de précurseurs. David, est-ce qu'il existe des tendances à la fois en architecture, en design, en aménagement et en particulier appropriées à ce secteur d'activité ? Alors, ce n'est pas vraiment à ce secteur d'activité, mais bien évidemment... Vous avez déjà cité des choses, la lumière... Non, la lumière, ça, de toute façon, c'est toujours. Maintenant, vous avez effectivement des tendances qui peuvent être plus actuelles que d'autres. Par exemple, en ce moment, on est moins dans des choses qui sont très épurées, trop design. Là, on est plus dans une période où on aime tout ce qui est naturel, tout ce qui est pierre, tout ce qui... peut-être qui va nous rassurer. On est moins dans quelque chose de trop design. Par exemple, ça, peut-être aujourd'hui, c'est... ça, c'était en 2012. Oui, si aujourd'hui, je devais refaire ce pressing, je l'aurais fait différemment. D'accord. Donc, oui, vous avez des codes, mais ces codes évoluent en fonction du temps. D'accord. Il y a une question, c'est pareil, qui rejoint celle-ci en fait, mais en matière d'aménagement, est-ce qu'il existe des techniques incontournables ? Oui, sans livrer vos secrets de cuisine, hein, c'est pas l'idée. Reformulez mieux votre question pour que je puisse bien vous répondre. Des techniques incontournables. C'est-à-dire je peux refaire le lien avec ce que vous disiez sur la lumière, par exemple, parce que ça, c'est incontournable. Alors, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un concept qui fonctionne. Une fois que votre concept est accepté avec votre client, si le concept est bon, tout va découler. La façade, les matériaux, même la scénographie va découler. Donc, pour moi, le plus important, c'est le concept. Il faut que le concept soit très fort. Et si le concept est très fort, du coup, tout se découle et tout devient logique. Il y a comme une évidence. Alors après, il y a un critère qui est très important pour les professionnels, bien évidemment, c'est le prix. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Il y a deux choses, en fait. Oui. Il y a celui qui va vouloir faire un concept total,
Donc Oui. là, c'est un gros projet et c'est évidemment pas les mêmes coûts, j'imagine, hein, que celui qui va vouloir juste réhabiliter, entre guillemets, rénover, actualiser son magasin. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce qu'éventuellement, il y a une fourchette qu'on pourrait donner pour que les professionnels ne se disent pas « c'est inaccessible un archi ». Non, la question de budget, évidemment, elle revient dans n'importe quel type de commerce, bien évidemment. C'est la première question. Moi, quand on m'appelle, je dis quel budget vous avez? Parce qu'en fonction du budget, déjà, moi, je dis si je peux faire ou je ne peux pas. Si le budget est trop faible, de par mon expérience, je vais dire non. Donc, bien évidemment, la question budgétaire est très importante. Maintenant, effectivement, ça peut être simplement une réhabilitation ou ça peut être une refonte complète. Vous comprenez bien que ce n'est pas le même travail. C'est évidemment pas le même travail, donc Voilà. évidemment pas le même budget. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée ou pas? C'est très difficile parce que tout dépend de la taille. Je préfère vous la poser, parce qu'on risque de vous la poser, cette question. C'est impossible. C'est-à-dire que moi... Ça dépend peut-être aussi des En fait, c'est à matériaux que vous allez l'envers. utiliser. En fait, c'est la question, il faut la poser à l'envers. C'est quel est votre budget? Et moi, en fonction de votre budget, je vais voir ce que je peux vous donner. Vous pensez bien, par exemple, vous avez là, par exemple, le dernier projet qu'on a fait, c'est un prototype donc d'une nouvelle chaîne d'audioprothésistes. Le premier, donc le pilote, il est immense. Donc, il n'est pas du tout révélateur des prochains. Mais seulement, comme il était extrêmement bien situé, même si moi j'ai conseillé de ne pas le prendre, ils ont dit nous on veut. Donc effectivement, et puis par exemple sur cette boutique, il fallait tout refaire, c'est-à-dire que les façades, les vitrines, voilà. Donc en fait, on ne peut pas donner un budget. Chaque projet est unique en fonction de qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on ne peut pas garder et qu'est-ce qui est prioritaire. Oui. Florence, je reviens vers toi sur cette question de « en matière d'aménagement, existe-t-il des techniques incontournables ?» Et là, on ne va pas parler d'esthétique. Eh oui, On va parler de pratique. On va parler de pratique, parce que là, on est effectivement dans l'esthétisme qui, à mon sens, est très important, déjà pour faire que les clients aient envie de rentrer dans la boutique. Après, oui, en tant que professionnel, nous, on va penser côté pratique. Et c'est vrai que quelquefois, quand on a des gens qui font des agencements de pressing, alors ils vont faire... alors après, on va parler vraiment technique, tablard passé, arrivée d'eau, électricité. On va trouver des fois des installateurs qui vont installer parce que pour eux, c'est plus pratique. Le courant, il est là, l'eau, elle est là. Donc, on va faire plutôt comme ça. Alors qu'en réalité, si on veut faire quelque chose de beau et de pratique, c'est pas forcément par rapport où sont les arrivées. Non, un pressing, c'est pas complexe. En termes techniques, il n'y a rien de plus simple. Ah ben, C'est pas... oui, oui, mais voilà. Vous avez certes, je sais pas, par exemple une salle de bain, vous avez des évacuations toilettes, oui, là c'est complexe. Mais là, sur un pressing, c'est des évacuations basiques, il n'y a rien de compliqué. Ah, vous me rassurez, Non, parce je vous que rassure. je pense pas que les gens ne pourront pas me contredire. Combien de fois il m'est arrivé de rentrer dans des pressings, je vois la table à repasser, elle est à l'envers et dos au client. On repasse le dos au client, ce qui est pas très pratique. Enfin, c'est pas terrible. On va avoir une machine à laver qui est là, le séchoir qui est là-bas, la cabine à détacher d'un côté, parce que Ça, c'est la deuxième étape. Eh ben voilà. Ça, c'est la deuxième. Alors- D'abord, la première étape, c'est la conception. Voilà. En fait, Et on pour parle de nous- conception globale. Une fois que la oui. conception elle est validée, ensuite, on fait ce qu'on appelle un plan précis d'implantation. Et on calcule les circulations, on calcule comment ça fonctionne, comment on rentre, comment on sort, et on pose les machines, c'est-à-dire en plan réel. C'est-à-dire on a un plan. Je me rappelle à l'époque, j'avais demandé les plans techniques des machines, et on a reproduit. Et ils m'ont expliqué, voilà, je me déplace de tel. Je me rappelle, il y avait une machine qui était pour détacher, enfin bref, sans toutes les citer. Donc il y avait une logique. Il fallait les placer, et une fois dès qu'on les a placés, c'est là où vous mettez les évacuations. C'est pas l'inverse. Alors voilà, parce que vous êtes architecte et que vous travaillez, vous avez eu affaire à des gens qui ont fait appel à un architecte, donc vous avez réfléchi à ça. Mais très souvent, on ne fait pas appel forcément à un architecte, et ce sont les installateurs et techniciens qui vous installent les machines. Oui, ils les mettent là où ça les arrange. Voilà. Oui, bien et sûr. très souvent, je vois par exemple la machine à laver avec la porte qui s'ouvre d'un côté et le séchoir qui s'ouvre de l'autre. Franchement, c'est pas pratique. Alors ça prend un petit peu de temps. On est d'accord. Ça veut dire que quand vous faites un plan, ce qu'on appelle un plan d'implantation des machines,
il n'y a jamais une solution, il y en a plusieurs. Donc en fait, vous proposez plusieurs solutions à votre client, et lui qui a l'habitude, parce qu'il est du métier, Oui. il va vous dire, bah, moi par exemple, j'aime votre solution 1, mais vous allez me mettre la 2 pour cette machine, je la préfère ici. Donc ça permet, si vous voulez, en quelques plans, tout de suite de savoir ce qu'il faut faire. Eh ben c'est super, parce que ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez d'associations et de corrélations entre des installateurs et un architecte, c'est-à-dire quelqu'un qui va penser ergonomie, penser pratique, penser esthétique, penser tout, et non pas penser pratique pour installer la table. Et ça, malheureusement, on en a quand même quelques-uns aujourd'hui, mais c'est pas monnaie courante. Les gens qui achètent des pressings, qui installent un pressing, n'ont pas l'idée d'aller voir un architecte. Moi, je trouve de plus en plus. Parce que même, alors, moi, je parle de Paris. Alors, c'est peut-être de vrai, Paris. surtout pour les réseaux. C'est-à-dire que les grandes enseignes vont mettre des moyens, effectivement, dans le développement d'un vrai concept, ce qui va être quand même moins vrai pour beaucoup d'indépendants qui, de toute façon, je pense, au départ, se disent « j'aurai pas le budget pour ça ». Voilà, la première chose qu'ils vont penser, c'est qu'ils vont se dire « oh là 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 là, déjà le prix des machines, si je prends en plus un architecte pour faire quelque chose de beau, qui me plaît, ça va me coûter, voilà, on va pas avoir le budget. » Mais beau, ça veut pas dire cher. Il ne faut pas mélanger. Mais on est bien d'accord. Mais c'est ce qui est un peu même beaucoup dans notre esprit. On assimile le beau au cher, alors que oui, effectivement, c'est pas forcément vrai. Il suffit que ce soit bien étudié, bien réfléchi. Il faut adapter au budget. Adapter au budget et réfléchi avec le client. Lui demander, parce que c'est vrai on trouve des fois des gens, ils ont pas, ah bah oui, mais c'est pas ce que je voulais, mais l'installateur m'a dit, ah bah oui, mais c'était plus facile pour moi. Et le client n'arrive pas toujours à s'imposer. C'est très compliqué. Je vous assure, c'est très compliqué. Non, alors c'est vrai que faire appel à un architecte, ça a un certain coût, mais si vous voulez vous démarquer dans une société où aujourd'hui tout est visible, l'image. Voilà, l'image. On est d'accord. Aujourd'hui, malheureusement, l'image prime sur la réalité. Oui. Excusez-moi. Donc voilà, et puis vous avez aussi les avis. On peut flinguer un commerce avec on en a parlé tout à l'heure. Oui, absolument. Donc c'est aussi très important Et puis par exemple pour le pressing, donc la personne qui était venue me voir à l'époque, c'était un professionnel qui avait 20 ans de métier. Donc il était conscient qu'il y avait un coût, puisque là il y a eu une vraie refonte de tous ces pressings, de la création du concept, de la réadaptation, et puis je sais qu'après il me l'a dit. Alors il m'a jamais donné les chiffres, mais je sais que c'était conséquent. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup plus de clients, il a dû ouvrir beaucoup plus de pressing. Donc oui, il y a un coût. Mais à long terme, c'est rentable. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut regarder. C'est une vision à moyen et long terme en réalité. Là, David vient de dire une chose, à mon avis, très importante. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui était du métier, donc qui savait ce qu'il voulait et comment il faut... Voilà. Alors, non, il ne savait pas ce qu'il voulait. Non, mais qui connaît le métier et qui sait quelle implantation il va avoir besoin en tant d'ergonomie. Quand vous avez des gens qui sont débutants, il faut les guider, ils ne le savent pas. Alors, j'ai eu plusieurs fois, oui, effectivement, sur le H2O, celui qu'on a vu précédemment sur les images, lui, effectivement, était un... Non, c'est pas ça. Enfin, la bulle. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais on a eu d'autres clients qui n'étaient pas du tout des professionnels. Donc, effectivement, vous pouvez avoir deux types... il faut savoir s'adapter. Oui, c'est là que c'est plus compliqué pour des gens qui ne sont pas du métier, s'ils ne font pas appel à un architecte. Alors j'ai du coup justement une question là-dessus parce que est-ce que vous avez déjà rencontré des exemples de mobilier qui soient à la fois pratiques et esthétiques dans le cadre, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y a quand même des pressings où c'est exigu. Et voilà, donc est-ce qu'on peut faire du joli, mais du pratique aussi? Oui, par exemple, là, sur ce pressing-là, on a réussi à créer une banquette qui était incrustée dans la vitrine. Donc là, donc en fait, on l'a faite sur mesure, tout simplement. Ça, ok, la banquette, c'est sympa, et on a bien compris la finalité de l'objet. Mais là, moi, je vais plutôt partir sur du comptoir. Les étagères derrière, le rangement, les choses, ce genre de choses. Sur du petit, sur un petit espace, petit espace, optimiser l'espace de façon à ce que on puisse mettre du rangement, éventuellement une vitrine. C'est vrai que ça, c'est pas évident.
Ça, c'est tout le boulot d'un architecte. Ça fait partie des contraintes. Voilà, On y revient. Donc, on y revient. On ne peut pas répondre à votre question, c'est parce que chaque espace est unique. Là où vous rentrez, vous avez une circulation. Donc en fait, il faut étudier. C'est un bon plan, c'est justement un plan qui répond à toutes ces contraintes-là. C'est-à-dire qui arrive à intégrer la totalité des espaces, à la fois de circulation, de stockage, de vitrines et puis d'accueil. Mais ça, c'est tout le boulot de l'architecte. C'est d'arriver c'est d'arriver à... Voilà, ça ne se fait pas en 5 minutes. Non, ça, je me doute bien. Il faut faire des tests. Voilà, voilà, et comme je vous ai expliqué précédemment, il n'y a jamais une solution. Il y a plusieurs solutions. Après, il y a la solution... Voilà. Et justement, David, qu'est-ce qui peut déclencher le besoin d'investir sur ce sujet, sur un projet pour réhabiliter ou voire reprendre un concept totalement chez un exploitant? Florence, c'est pareil sur le terrain. Oui. Est-ce que ça t'arrive de dire à un exploitant non, là vraiment c'est pas possible, il va falloir réagir, oui, ça reprendre en main votre magasin, c'est pas possible? C'est extrêmement difficile quand on vient faire une formation dans un pressing où on voit effectivement que il faudrait revoir tout l'agencement, toute l'idée que bon, moi je suis pas architecte, mais il y a des choses effectivement qui paraissent évidentes. C'est très compliqué de dire à la personne, non, là ça va pas, là ça va pas. Je pense qu'effectivement ces personnes-là seraient beaucoup plus à l'écoute si ça venait d'un véritable professionnel. Parce que quand ça vient de quelqu'un dont c'est le métier, automatiquement, on va être beaucoup plus à l'écoute. C'est l'humain, c'est comme ça. Donc effectivement, on voit, ça arrive de rentrer dans des pressings où malheureusement, il n'y a rien de pratique, quoi. Où ça fait... C'est sombre, comme je disais tout à l'heure, c'est triste, c'est vieux. Alors que des fois, juste un petit coup de, comme vous disiez tout à l'heure, il suffit de changer la lumière, de mettre de la peinture, du clair. C'est ça. Est-ce que finalement, avec peu de moyens, oui, on peut. Oui, j'ai vu des pressings. J'ai vu des pressings. J'en ai vu un particulièrement, une petite dame qui a repris un pressing avec Gloton, mais tout tristouné et tout. Elle a remis de la peinture, elle a changé le comptoir, elle l'a changé de place. Ils ont refait un aménagement de comptoir. Ils ont coupé, mais vraiment eux-mêmes, ils ont fait du. Mais ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a changé énormément de choses. La couleur, rien qu'on disait, les couleurs, ça fait du bien quand on rentre dans un endroit où il y a de la couleur, où ça donne envie de rentrer. Ça donne envie de rentrer. Rien que l'enseigne, c'est important l'enseigne aussi. Une enseigne lumineuse, quelque chose qu'on voit de loin. Quelque chose qu'on voit de loin, de la couleur, ça donne envie de rentrer. Ça a l'air tout bête, mais c'est tellement important. Et c'est vrai qu'on a des gens qui disent oui, les gens ils passent devant le magasin. Bon, ça peut être n'importe quel magasin. On nous voit pas. Ça fait 10 fois qu'ils passent devant, on vous voit pas. Ce qui est peut-être intéressant de leur faire comprendre, dire posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Mettez-vous en tant que client. Pourquoi vous ne voyez pas et pourquoi vous ne rentrez pas? Qu'est-ce qui ferait que vous rentriez? Eh bien justement, Florence, je voudrais qu'on parle de la vitrine, avec David également, parce que c'est un élément extrêmement important, la vitrine, qui est tellement, moi je le vois sur le terrain, tellement négligée en réalité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste une anecdote, les couettes qui envahissent la vitrine. Et c'est ça, on le voit très très souvent en fait dans les pressings. Donc en fait, comment est-ce je vais demander à David, comment est-ce qu'un pressing peut faire pour que sa vitrine offre un impact fort, rapide et améliore à la fois la lisibilité de l'offre et, comme tu le disais Florence, la visibilité tout court? Pour moi, la façade, ça doit être la résultante de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit refléter, ça doit être un prolongement. Oui, tout à l'heure, vous disiez ça arrive à la fin, finalement. Ah oui, moi, les façades, je ne les dessine pas au début. Pour moi, c'est d'abord, on se met d'accord sur la conception, les couleurs, les tendances, comment on va organiser tout ça. Et ensuite, la façade, oui. Mais c'est vrai que la façade, c'est une partie qui est très importante. Par exemple, sur ce pressing-là, on avait utilisé du corian, qui est un matériau de synthèse qui est éco-responsable, qui permettait aussi de créer cette bulle, cette grande bulle. Oui, tout à fait. Oui. Oui, donc vous avez raison. La façade, elle doit être aussi, ça doit marquer. Il faut qu'on ait envie de rentrer. Il ne faut pas que simplement ça soit marqué pressing. C'est ça. Voilà, donc il y a aussi une recherche, et souvent une façade, on a peu de moyens de communiquer. Donc là, le logo était assez parlant, puisque c'était vraiment une goutte d'eau. Donc je ne sais plus comment vous appelez ça, c'est sur le côté là. Comment vous appelez ça?
là, sur la gauche. Le médaillon, là, sur Voilà, le le médaillon. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de moyens d'expression sur une façade, mais c'est vrai que c'est important. Donc, finalement, c'est le premier élément de communication. Hein. Voilà, donc il faut choisir... donc là, c'est assez simple, mais c'était efficace. Effectivement. Florence, tu veux réagir, toi, sur la question? Oui, effectivement, comme tu viens de dire, c'est la première chose qu'on voit quand on est de loin déjà aussi. Il faut le voir de loin, il faut qu'on puisse le voir de loin. L'éclairage, la nuit, et c'est la première chose qu'effectivement qu'on va voir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du temps qui est passé, on a de beaux pressings quand même, des belles devantures. Oui, c'est vrai qu'il y a des enseignes qui ont développé ça a bien évolué. Ça a drôlement bien évolué. On a des enseignes qui font des très beaux pressings, des très belles choses. Fort heureusement d'ailleurs, ça a très bien évolué. Mais c'est vrai que on aurait tendance à voir quand même, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les couettes qui sont... Oui, mais moi, je le vois encore aujourd'hui. Dans la vitrine. Je suis passée devant un pressing la semaine dernière et c'était ça. Hein, donc, Alors, pour la défense quand même des gens qui travaillent dans le pressing, il faut savoir que les couettes, ça prend beaucoup de place. Oui, et que les gens viennent les chercher très tardivement. Les gens ne viennent pas les chercher et utilisent les pressings comme garde-meubles. Et que pour stocker des grosses couettes en plumes, on ne peut pas pousser les murs, malheureusement. Alors, ça, c'est vrai qu'on fait j'ai vu des systèmes de casiers que l'on peut faire. Mais pour ça, il faut avoir de la superficie derrière. Quand vous avez des petits pressings, on ne peut pas pousser les murs. Alors, c'est vrai que là, l'arrivée d'un architecte, pour moi, c'est super important parce qu'il va avoir des idées que nous, on n'aurait pas. Mais quand c'est la période, effectivement, les couettes, on est d'accord, il faut bien les mettre quelque part. Et on ne peut pas les mettre sur le trottoir. Donc malheureusement, ou alors on a des chariots et on les empile, on appelle les clients pour qu'ils viennent les chercher. On fait comme on peut. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Là, David, l'exemple que vous nous avez mis à l'écran d'un restaurant Mimico, la vitrine, elle est... Waouh. Alors ça, c'est un nouveau concept de restauration et donc c'est très simple, mais en même temps, voilà. Là, c'est dans un centre commercial. Donc un centre commercial, l'impact de la vitrine est extrêmement important parce que là, c'était dans un food court, donc il fallait créer un impact immédiat. Oui, c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais on est arrivé au bout de l'atelier, je sais, mais je vais mordre un peu sur le temps de questions, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Oui, l'environnement, on n'en a pas parlé. L'environnement dans lequel est implanté le pressing. Bien sûr, ça fait partie d'une des contraintes. Si vous êtes dans une zone piétonne, si vous êtes dans un centre commercial, si vous êtes dans un quartier chic ou un quartier populaire, vous allez traiter la façade différemment, vous allez traiter le concept différemment. Ça fait partie de l'étude préliminaire. Oui, tout à fait. Bon, donc, comme je le disais, on est déjà arrivé au bout de l'atelier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, moi, j'avais une question. Quand vous avez commencé au début, vous avez mis l'accent sur avoir un pressing fermé. C'est-à-dire, on ne voit pas ce qui se passe du côté de l'exploitation. Oui. Et en fait, j'aurais vraiment aimé avoir votre avis dessus, et surtout vous, Florence, parce que moi, quand j'ai ouvert il y a 5 ans, on m'a dit non, il faut avoir un pressing ouvert, les clients doivent voir ce qui se passe. Mais moi, c'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui. C'est une excellente question, parce que là, comme vous dites, il y a des modes. Quand j'ai commencé, il y a quelques années, il fallait avoir des pressings ouverts. Il fallait qu'on voit tout ce qui se passe dans le pressing. C'était le truc, que l'atelier soit ouvert. Alors, ok, mais ça implique que le pressing soit toujours très bien rangé, propre, qu'il n'y ait pas de couette pour le coup qui traîne par terre. On sait très bien que devant les machines, c'est quasiment impossible, il y a des vêtements. Donc, personnellement, je suis quand même en demi-mesure. Je pense qu'il faut quand même... je suis plutôt partisane pour qu'il y ait un accueil, qui soit un véritable accueil, un endroit où on accueille le client, de réception. Peut-être une vitrine ou une verrière ou quelque chose où il peut voir les tables de repassage. On devine, quoi. Voilà. Les tables de repassage, parce que ça aussi, là, c'est même plus une question d'esthétisme, c'est une question de pratique pour nous, parce que quand on est au repassage et que le client arrive, il faut bien qu'on voit qu'il est là. Donc peut-être voir les tables à repasser, mais personnellement, je pense que la cabine à détacher, notre atelier, le coin technique, et les machines et notre petite salle. D'abord, le client, franchement, je pense que ça n'intéresse pas du tout.
C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer des vêtements détachés, propres et bien repassés. Notre façon de faire, quelque part, il s'en fiche. Donc, je suis pas tout à fait partisane pour qu'on voit tout. Peut-être oui, ou une vitrine, une vitre opaque, je sais pas, mais que qu'on garde notre espace atelier privatif et pour nous, pour notre travail. Et puis il y a les produits aussi. Il y a quand même des fois des odeurs. Bon, on est avec les gants. Non, c'est pas. Après, là aussi, c'est vraiment le goût de chacun. La question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est est-ce qu'on a intérêt à montrer aux clients ce qu'il y a derrière? C'est ça la première question. Moi, c'est la première question que je me suis posée. Si vous allez dans un restaurant, vous voyez un chef cuisiner, ça peut être sympa. Mais est-ce que vous avez envie de voir des gens? En plus, en pressing, il fait chaud, les gens transpirent. Donc pour moi, d'office, je me suis dit, si on peut. Après, bien évidemment, si votre pressing est trop petit, bah, vous ne pouvez pas. Ou alors, effectivement, il faut trouver quelque chose qui soit une semi-séparation. Mais si vous avez le choix, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit être vu. Parce que ça n'a pas un plus pour le client. Oui. Le client, il n'a pas besoin de voir ça. Parce que vous, on vous a dit qu'il fallait que le pressing soit ouvert. Ouais, oui, le micro. Ouais. C'est bon. À la limite, c'est vous qui devez le sentir vous-même. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Honnêtement, aujourd'hui, ça me dérange. Bah oui, c'est normal. C'est la question que vous devez vous poser à vous. Parce que ça vous oblige à avoir une logistique. Ça vous oblige à avoir une logistique. Il faut ranger, il faut que ce soit propre, alors que là, vous n'avez pas le temps. Il faut que ça tourne un pressing, ça doit aller vite. Il faut que vous soyez bien dedans. C'est vous qui évoluez dedans, c'est vous qui devez vous sentir bien dedans. Donc si cet organigramme, cette situation ne vous dérange, il faut la changer. Le client, le principal intéressé, c'est vous. Le client, oui, c'est l'accueil qui lui importe. Hein. De voir quelque chose de beau, de bien présenté, et que vous lui ameniez le travail qu'il a demandé. Effectivement, comme dit David... Les seuls vêtements qui peuvent être visibles, il peut y avoir par exemple derrière l'accueil, d'ailleurs c'est ce qu'on avait fait dans H2O, on avait prévu de mettre quelques vêtements visibles, mais quelques vêtements visibles. Voilà, qu'on ait quand même l'impression qu'on est dans un pressing. Mais de voir la totalité du pressing, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Pardon, David, vous ne devez pas être ami avec les convoyeurs. C'est une grosse machine. Non, j'adore les convoyeurs. Non, mais c'est technique. Pas ce qu'il y a de plus esthétique, bien que certains peuvent être assez sympas, mais bon. Ce qui est très difficile dans un pressing, c'est d'allier, je pense, surtout pour les architectes, pour les concepteurs, c'est d'allier l'esthétisme et le pratique pour nous. Parce qu'effectivement, moi je suis d'accord aussi, voir plein de vêtements qui tournent, là, c'est pas terrible. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'exploitants qui imaginent, qui supposent que ça a un côté attractif. Le fait de voir qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont traités dans ce pressing, on se dit c'est incitatif. Le client, il va rentrer, il voit que j'ai beaucoup de linge, donc on me fait confiance. Ça me fait psychologique, penser, en fait. Je suis d'accord avec toi. Ça fait penser quand vous allez dans un restaurant, que vous voyez une file d'attente dans un restaurant et à côté, il n'y a personne. Et bien, vous allez aller du côté là où il y a la file d'attente, parce que vous dites, c'est parce que là, c'est meilleur que celui où il n'y a personne. Alors que, pas forcément, ça ne veut rien dire du tout. Mais effectivement, le fait, ça c'est très vrai, je suis tout à fait d'accord, le fait de se dire qu'il y ait plein de vêtements sur des convoyeurs, ça veut dire que le pressing, il travaille beaucoup. Non, ça veut dire qu'il stocke les vêtements. C'est pas fort. Nous, notre objectif, c'est de laisser... Oui, non, mais les deux, d'accord. Mais l'objectif, c'est quand même de vider les convoyeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui, il y a deux remarques que j'ai faites. Je voudrais faire. D'abord, j'ai constaté que dans ce que vous avez fait, vous avez abandonné un concept qui a fait Flores dans les années 90-2000, qui est le fait d'avoir deux comptoirs, un pour amener les vêtements et un autre pour les emmener. Il y a encore quelques clients qui se raccrochent à ça. Je ne suis pas persuadé que... Bon, je vais être méchant, ça bouffe de la place et ça ne sert à rien. Deuxième point, madame, vous dites les installateurs, je sais, j'ai travaillé avec eux pendant 45 ans, ils voudraient n'en faire qu'à leur tête. Mais certains. Il faudrait quand même pas oublier que le responsable, le patron du pressing, il sait comment ça fonctionne. Et il sait qu'on ne va pas
s'il faut sortir de quelque chose, d'une machine à laver pour le mettre dans un séchoir, on ne va pas faire 15 km avec du linge mouillé. Donc il y a déjà des impératifs de faisabilité, de facilité au travail. Donc à un moment donné, il faut que le client n'oublie pas qu'il a une arme absolue, c'est le fric. Je te demande d'installer la machine comme ça et celle-ci comme ça parce que je dois travailler comme ci et comme ça. Tu fais ou tu fais pas. Si tu fais pas, je te paye pas. Je suis d'accord avec vous. Et si vous vous souvenez de ce que je dis, on voit plus ça sur des gens qui sont pas du métier, qui font des créations de pressing et qui, effectivement, ceux qui connaissent, ils savent très bien. Mais si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vu. Donc il y a des gens qui ne sont pas forcément du métier et j'en ai vu un. La machine à laver est là, et le séchoir est de l'autre côté, la table à eau repassée au milieu. Il est obligé de prendre le chariot et d'aller de l'autre côté. C'est pas tout partout, mais moi, je vais le dire aussi, Florence. Hein, je vais dans ton sens complètement. Moi, je l'ai vu tellement de fois, oui, aussi. Je vous assure. Malheureusement, il y a aussi des professionnels, des exploitants de pressing qui n'ont pas l'expérience parce qu'ils ne sont pas du métier, parce qu'ils n'ont pas forcément été accompagnés, les débutants, conseillés, ils savent pas, formés correctement et qui en fait, ils savent pas. Donc, on va les guider. L'installateur, il va dire, si l'installateur est de bonne foi, efficace et professionnel, il va dire, ok, vous ne savez pas. Moi, je vais vous conseiller parce que je sais que en termes d'ergonomie, que si on veut respecter un minimum la marche en avant dans une logique d'hygiène, eh bien, voilà, on va les positionner comme ça, les matériels. Mais je vous assure, sur le terrain, combien j'en ai vu, malheureusement, ce n'était pas le cas. Dans ma carrière industrielle, j'ai vu aussi des conneries monumentales qu'on n'aurait jamais dû installer parce que c'était, à l'extrême limite, dangereux. Après, on ne fait pas de généralité, voilà. Bien évidemment. Oui. Avant, on est d'accord. Donc les deux existent, en fait. Oui. On ne peut pas faire de généralité, en fait. Oui, alors, juste un dernier point. Pour les portes... Alors, un convoyeur, c'est infiniment pratique, mais ça n'a pas à être vu. Sauf si on a un convoyeur quasiment vide, auquel cas, ça peut laisser au client l'impression qu'on travaille vachement vite et vachement bien parce qu'on on a rendu les vêtements avant qu'il n'ait eu le temps de s'empoussiérer sur le convoyeur. C'est ça, c'est une question de perception. Après. Maintenant, le convoyeur, il faut avoir la place de le mettre de façon à ce qu'on ne le voit pas, parce que c'est pas évident, ça prend de la place. Oui, parce que c'est quand même un gros morceau, volumineux. Quand même. Là encore, il faut un grand magasin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas dans quelle catégorie je rentre, mais je ne suis pas du métier. J'ai repris un pressing début juillet. Et j'ai repris avec l'existant. Et en fait, c'est une boutique qui est, contrairement à la plupart des pressings qui sont en longueur, enfin en profondeur, là, c'est complètement en largeur le long de la rue, avec que de la vitrine sur toute la façade et même un côté. Et du coup, on voit bien que c'est pas fait. Enfin, c'est pas une boutique qui est vraiment faite pour être un pressing, avec des machines qui sont déjà positionnées, tout est visible. On est dans cette configuration-là, et je suis complètement, complètement d'accord avec le fait que c'est super quand on peut justement avoir une partie atelier, une partie accueil du client et commerce en fait. Mais je ne vois pas comment solutionner les choses dans un local qui n'est pas fait... Faites appel à un architecte. Ouais, voilà. Il est là. Non, mais... Est-ce qu'il y a ce genre de défis qui sont déjà présentés à vous ? Oui, on a déjà eu un restaurant qui avait cette configuration, et la cuisine, elle était carrément dans... On n'avait pas le choix, puisque tout était en longueur, c'est une grande borne comme ça. Donc il fallait tout mettre, il fallait mettre l'accueil, le bar, la salle du restaurant et la cuisine. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a créé une sorte d'arche où il y avait tout ce qui n'était... Donc le côté bar à droite et la restauration était complètement sablé. Donc ça peut être fait par des films. Et voilà, donc après, et au contraire, ça peut être aussi un jeu sur l'extérieur. Ok. Donc vous pouvez jouer... une contrainte, des fois, peut être aussi un avantage. C'est-à-dire que là, vous avez une grande vitrine, donc en fait, il faut jouer avec cette grande vitrine. Oui, actuellement, elle n'est pas du tout exploitée comme vitrine. Non, j'ai bien compris. Ouais, C'est-à-dire que là, en fait, il y a une vision totale de la totalité de toute votre activité. Ouais. Donc, c'est pas du tout vendeur et ça donne pas envie de rentrer. Ok, merci. Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions ? C'est bon ?
Eh ben, écoutez, merci beaucoup à vous d'être venus sur ce dernier atelier qui clôt donc la première... Oh, je ferai peut-être une petite larme. La première édition de TechScare France. 1 an et demi de projet quand même. À l'année prochaine alors. Dans 2 ans. Bonne soirée, Sandra. Biennale, d'accord. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.